La première fois qu'on a le scénar, on se dit « Ouais, il est super le film, mais il n'existera pas en France. » Là, c'est Ridley Scott qui nous a demandé quelque chose. Oui, on avait Cannes en ligne de mire, donc il fallait que ça soit prêt pour le festival. Du point de départ, c'est un décor avec un fond bleu où on te dit voilà, il faut qu'on se croie dans une rue au Mexique la nuit. T'es un conseiller artistique et technique pour le réalisateur et la production, pour pouvoir faire que sa vision du film en fait prenne forme en image en gros. On fait un premier dépouillement du scénario et on va faire un relevé de tout ce qui apparaît ne pas être possible au moment du tournage. Ça va permettre à la production d'avoir une première estimation des coûts. Donc après, effectivement, on va les répartir entre SFX, VFX, cascade. T'as plein de départements où on est en soutien et des départements où on est en création pure. Une fois que tu as fait cette première étude ensemble et que tu es d'accord sur les plans, bah, tu leur expliques la manière de les faire. Toi, tu viens au tournage en fonction de la complexité des plans pour être sûr de tourner tout ce qu'il faut pour les faire. Tu formes ta propre équipe avec ta productrice aussi ou ton producteur pour avoir l'équipe d'artistes qui va correspondre au projet. Et derrière, toi, tu suis la fabrication du projet que tu continues à présenter à ton réalisateur avec des échanges avec le montage. Et tout ça pour l'amener jusqu'à l'étalonnage et la livraison de ton film. Bah, SFX, c'est Special Effects, c'est tout ce que tu peux faire en direct en vrai. Tu vois, mais ça peut être de la neige, des maquillages, enfin tout ce que tu peux vraiment avoir sur le plateau. Sur le tournage, voilà. Ouais. VFX, ça c'est nous, c'est Visual Effect, donc c'est tout ce qui est numérique. Mais ça veut pas dire qu'on va pas sur le tournage. Et CGI, c'est juste, c'est Computer Graphic, et le I, je sais même plus ce que c'est. Enfin, en gros, c'est ce que tu crées par ordinateur, donc c'est ce qu'on appellerait la 3D maintenant en fait. Ouais, CGI, 3D, un personnage CGI, c'est un personnage numérique. Voilà. Ouais. Je m'appelle Christophe Courgeot, je suis directeur du département environnement, matte painting et décors numériques. On va dire que c'est tous les décors qui sont impossibles à construire en vrai. C'est fabriquer un décor qu'on ne peut pas tourner ou qu'il est moins cher de fabriquer que de le tourner. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un autre département de nous donner la caméra du tournage pour recréer dans un espace 3D cet endroit à la bonne échelle. Donc on se rassure que le pont fait exactement la distance qu'il doit faire et que si je pose un objet là, il soit au centre du pont et que si je pose une personne ici et que je la réduis, enfin et que je la bouge, elle tombe à peu près à la taille de Daryl à cet endroit-là. Donc ça nous permet de spatialiser les choses. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce que tout ce qui doit être gardé soit rotoscopé, donc les bonhommes, tout ce qui est les lampadaires, etc. Ça, on va se refaire un grand panoramique qu'on a été photographié, c'est-à-dire qu'on va tout virer ce qui a été tourné pour remplacer par une grande photo. Et ici, ben, on a un modèle de Notre-Dame sur lequel on a enlevé pas mal de fenêtres, sur lequel on a mis des lianes, on a mis de la végétation qui pousse dessus, etc., quoi. Et à l'avant-plan, on va rajouter un petit peu de, si je me souviens bien, des feuilles, des briques, etc. C'est Ridley Scott qui nous a demandé quelque chose. Il aimait beaucoup la peinture flamande et il avait une référence à une image d'un tableau de Bruegel. Et il voulait absolument avoir ce type d'ambiance. Donc on s'est calé énormément sur ce tableau pour recréer quelque chose qui lui convienne, quoi. Il était très ouvert à plein de propositions. Donc autour de Paris, on lui a pu proposer des choses. Sur Notre-Dame, sa position, là, son look, le fait que de proposer une muraille avec des sortes de favelas à l'extérieur, tout ça, c'est des propositions qu'on lui a faites. Et après, il aime pas, mais il est plutôt favorable et puis réceptif à tout ce qu'on peut lui proposer, quoi. Un type de cette trempe-là. Enfin, quand il dit que ce que vous faites c'est bien, c'est hyper agréable pour tout le monde, quoi. Alors ça, c'est mon enfer personnel. Voilà. C'est un plan hyper compliqué parce que on part d'un tournage qui est en plein printemps et on va en faire en hiver. Donc on essaye de séparer l'image, de récupérer aussi toute la géométrie dans Google Maps. On essaie de retrouver où se trouve exactement l'endroit pour reprendre la topo et puis essayer de la recréer au mieux. Et après, ben, il a fallu recréer tous les bosquets,
repeindre de la neige un petit peu partout, etc. jusqu'à ici. Donc l'image, elle fait, je sais plus 20K ou un truc comme ça. C'est colossal chaque partie. Ce truc-là, c'est grand comme cet écran-là, quoi. Donc je sais que par exemple chaque passe de paint que je devais faire sur la partie basse de ce machin-là, ça me prenait 18 heures de paint. Donc en gros, quand je repeignais toute cette surface-là jusque-là, je savais que j'en avais pour 18 heures, quoi. Puis si ça allait pas, faut recommencer. Sur Emilia Pérez, on a fait 350 plans. Il y a à peu près 45 minutes de film truqué sur un film d'1h30. L'enjeu sur les décors avec un film qui se passe dans le scénario à 80% au Mexique et qui a été tourné en vrai à 80% en France. Donc il a fallu recréer ce Mexique dans tout le film. C'est pas Godzilla, quoi. Hein. C'est pas des effets que les gens ils voient au premier regard. L'idée c'est qu'ils les voient pas. Donc au moins ils les voient, au mieux plus on est content, quoi. Il y a des films où tu dis oui, il y a beaucoup d'effets, c'est super, Avenger, machin truc. Sur Emilia, si on avait dit c'est super, il y a beaucoup d'effets, c'est qu'on aurait mal fait notre travail. Du point de départ, c'est un décor avec un fond bleu où on te dit voilà, il faut qu'on se croie dans une rue au Mexique la nuit. Et nous, en parlant avec le réalisateur, on dit faut que vous construisiez absolument un décor. Donc on est obligé de leur demander, ça c'était le rôle de Cédric, d'accompagner le réalisateur, le superviseur général. Et du coup là, sur ce plan-là, typiquement le sol fonctionnait pas, donc on a refait le sol et du coup pour ça il a fallu faire la rotoscopie de tout le monde. Donc toutes les personnes qui marchent là ont été rotoscopées. Donc ça a été un gros travail déjà. Et ensuite on commence par ce qu'on appelle un tracking, donc on retrouve la caméra tournée dans un espace 3D. On a une étape au tournage de prise d'informations, donc de scan, on fait des scanners, des mesures du décor qu'ils ont tourné, donc pas réel mais le décor du studio, quoi. On fait des HDR aussi, des images de prise de vue pour reproduire la lumière du studio et tout ça au plus fidèle. Et après, on va recréer une scène 3D avec une extension, avec des bâtiments en plus, des arbres en plus, des personnes en plus. Là, il y en a pas en l'occurrence, mais on a pris des photos, des ciels, et on a créé un matte painting au fond, c'est ce qu'on appelle matte painting. Il y a eu des voitures, on a fait des tas d'immeubles, des lampadaires, des arbres, des bancs, des poubelles. On a fait plein de petits objets en 3D pour venir enrichir la rue. Et après, une fois qu'on a tout ça, on fait un rendu. Le rendu, il part dans le compositing, donc les personnes qui sont en charge de la 2D plus pour faire le finishing de l'image. Et c'est là qu'on parle d'intégration de nos objets, de comment réagissait la caméra, est-ce qu'il y avait un flair, est-ce que le flou était comme ci, comme ça, et qu'on intègre vraiment ce qu'on a fait pour que justement ça soit le plus invisible possible et le plus réaliste possible. La première fois qu'on a le scénar, on se dit ouais, il est super le film, mais il n'existera pas en France. Et là, tu avais ce truc de se dire ah, vous voulez vraiment le faire, ok, on va vraiment travailler ensemble pour arriver à le faire, quoi. La complexité de Fix, c'est que tu as un homme ailé, donc quelqu'un qui se transforme en oiseau pendant tout le film, donc il a plusieurs phases en plus, mais qui en plus, ses ailes sont ses bras. En fait, dans toutes les créatures d'hommes ailés que tu connais dans d'autres films, que ce soit des X-Men ou des trucs mythologiques, les ailes, elles sont dans le dos. Mais les ailes dans le dos, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile parce que déjà, tu as des lignes de cache, tu les vois pas tout le temps. Mais le gars, il a quand même ses bras. Donc même après, dans les recherches, justement, que tu dois faire d'animation et tout ça, si t'as les ailes dans le dos, généralement, les gens sont câblés, le dos les porte et tout. Quand t'as les bras qui doivent être les choses sur lesquelles tu t'appuies, c'est pas la même, quoi. Donc t'as tout un travail de recherche, de design, de voir quelle taille d'aile il doit avoir pour pouvoir vraiment se porter. Après, du travail dans l'animation pour que quand il bat des ailes, il ait pas tout le bas qui descend. Enfin, tu t'inspires de la nature, mais que t'adaptes pour que ce soit aussi cinématographique et réaliste, en fait. Non, les plans les plus compliqués, c'est justement ceux où t'as moitié le réel et les ailes rajoutées, tu vois. Alors, le bon côté, c'est que tu te bases sur un jeu de comédien qui est formidable, celui de Tom Mercier qui était exceptionnel, hein, il était vraiment incarné, quoi, il incarnait Fix. Du coup, t'as un super jeu de comédien et toi, tu vas aller recoller tes membres, tes trucs, tes pieds, Et ça c'est jouissif parce qu'à la fin, quand tu vois, il y a des plans, moi il y a un plan que j'adore où il fait ça, t'as juste le père et le fils qui partent, il fait ça, il fait juste ça, tu vois. Mais c'est presque un des plans que je préfère parce qu'en fait, tu vois le plan.
tu comprends même pas où c'est coupé en fait les éléments, tu vois, entre ces muscles qui bougent, et puis c'est trop payant quoi. Par exemple, une aile qui se déplie, pour nous c'est un des trucs les plus durs à faire, une aile d'oiseau, tu vois, parce qu'un oiseau c'est parfait, c'est quand c'est plié l'aile, bah tu vois rien, et quand c'est déplié, c'est comme pas un accordéon, c'est comme un éventail mais de milliers de plumes, tu vois, que tu dois déplier. Ça pour nous c'est très compliqué, mais pour les SFX c'est impossible en vrai. Ça voudrait dire des petits robots à chaque moteur, tes ailes elles feraient 15-20 kilos, mais en plus ça veut dire que tu peux pas jouer avec, parce que si tu les abîmes, donc fallait trouver ce compromis qui gardait le côté réaliste et qualitatif tout le temps. Mais donc dire, bah des fois on va plutôt faire des cadrages comme ça, ou on va trouver une astuce pour qu'à un moment il cache ses ailes et que tu passes toute une séquence où une fois que tu as fait les premiers plans où il est beaucoup aidé par les CG, bah il l'est moins après. En fait, il y a tout un équilibre, d'abord artistique, mais qui influe quand même sur le financier et sur ce que tu peux tourner dans une journée en vrai, qui est à mettre en place pour composer tes séquences quoi. Les crashs dans l'eau, c'est un truc qui coûte super cher en 3D. Et qui est pas toujours très réaliste, tu vois. Donc moi j'ai dit, ben, on a qu'à prendre une catapulte, on lui met un costume Wish et on le balance dans l'eau, tu vois. Au début tout le monde rigole. Costume Wish. Ouais, un Wish costume, pas le vrai costume qu'il a, tu vois, un costume, tu vois, où t'as un faux maillot imprimé avec ses muscles, des fausses ailes, tu vois, que nous remplacera. Et donc le mec on le jette, tu vois, j'avais dit une catapulte. Mais donc au début tout le monde rigole, mais à la fin c'est devenu, par exemple pour les crashs c'est devenu ça, c'était pas une catapulte, tu vois, avec les cascadeurs ils ont trouvé un système avec des câbles, donc le mec tu l'envoyais et tu l'achètes, donc t'as le vrai mec qui part dans l'eau. Donc effectivement on doit après lui rajouter une partie du corps, les ailes et tout, et ça marche super bien. Par contre quand t'as lui qui vole complètement, bon bah là il est en 3D, tu peux rien faire, tu vois. Puis on voulait pas faire des trucs genre Superman, enfin Superman ça marchait à l'époque, mais genre l'ancien Superman serait à côté de sa tête et le mec il est en train de voler, tu vois, non ça avait pas de sens. Grenouille, l'autre complexité, c'est on va pouvoir jouer avec une petite fille. Mais Grenouille, comme il l'imagine, c'est un caméléon. Donc en fait, à partir de sa taille, elle est très fine et elle a des pattes de caméléon. Donc déjà, bah, même une petite fille, tu vois, tu pourrais avoir qu'un bout du haut du torse et son visage où tu as la vraie petite fille. Et après, la petite fille, l'autre truc, c'est que bah, une fois que tu l'as maquillée, que ça met déjà 4 heures et que tu as le droit de tourner que 6 heures, mais il te reste que 2 heures. Autant sur les designs de filles, il y avait eu beaucoup de dessins très poussés. Elle a jamais été finie en fait. Il y avait l'idée du caméléon, donc c'est un design qu'on a dû finir ici. En fait, tu vois, il y avait pas tous les dessins qui te montraient la fin du corps et tout ça. Donc aux essais, on l'a très vite scanné après pour avoir le haut et que nous on puisse le compléter en 3D quoi. Et donc tu vises après les plans que tu dois faire avec elle impérativement dans le délectorat et ceux où tu vas la remplacer par elle complètement en 3D en fait. Bah déjà tu vois monter un arbre, enfin bon tous les trucs un peu dangereux aussi t'évites quoi. Il y avait presque 700 plans au total, genre 350 chez Digital District, un peu moins de 300 chez nous, MPC France plus MPC Belgique, et une soixantaine chez UFX. Quand on fait des plans avec des milliers de requins, parce que là je pense qu'on en avait plus de 1000, on ne peut pas se permettre d'animer requin par requin. Parce que animer un requin, ça prend du temps, et quand il faut en animer 1000, on peut pas. Donc forcément, il faut passer par ce qu'on appelle des logiciels de gestion de foule. C'est-à-dire qu'en gros, on a un logiciel qui permet de créer une animation de requins de façon crédible, qui fasse un groupe, qui bouge et qui ne se rentre pas dedans, qui interagit. C'est-à-dire que s'il y a un requin qui vient, l'autre se pousse. Voilà, il y a des logiciels qui existent, qu'on développe en interne et tout ça, mais qui sont en général pour des foules sur des sols, voilà, c'est pour faire en général des armées, des stades de foot, voilà. Là, c'est en 3 dimensions, hein, dans un espace, voilà, il n'y a pas de sol. Des nages de requins, c'est assez particulier. Donc, il a fallu faire tout un développement spécialement pour ce film, pour pouvoir créer un gestionnaire de gestion de foule qui fonctionnait avec Sharks. Sous la scène. Tu peux pas partir au feeling, en feeling en disant ouais, ça doit ressembler à ça. Il faut vraiment partir sur des bases hyper réalistes et physiques. On fait aussi toutes les recherches anatomiques sur les requins, oui, on commence par un gros travail de recherche sur la physique des animaux et de l'aquatique. Ouais. Dans l'eau, on n'a aucun repère visuel. Et donc, la proximité d'un objet se comprend en fonction du contraste et de la couleur qu'il a. C'est-à-dire que plus un objet semble désaturé et décontrasté, plus il est loin. Et donc, quand on met un requin, si jamais on le met proche de la caméra, mais très décontrasté, très désaturé, il paraît gigantesque parce qu'en fait, on a l'impression qu'il est loin, mais il est très gros dans l'image. Par contre, si on le met très très loin et qu'on le met très saturé, très contrasté, il a beau être très grand, mais si on le met
Voilà, si on lui met trop de couleurs d'un seul coup, au lieu d'être de paraître à 20 mètres, il paraît tout près comme si c'était un petit poisson rouge, quoi. Donc ça, il faut qu'on le réajuste en fonction de la position du requin dans l'espace. Ça, c'est très compliqué à faire, effectivement, sur des images tournées. J'avais préparé une boule micromée mi-grise qu'on pouvait immerger dans l'eau. On avait une mire de couleurs qu'on faisait avec un plongeur qui prenait ces deux éléments et qui passait dans qui prenait la même trajectoire que le requin pour pouvoir justement analyser à quoi ressemblaient, comment réagissent les couleurs en fonction de la position du requin dans l'espace. Et c'est un appareil qu'on voit pas comme, enfin, qui est surprenant, quoi. Qu'on n'a pas envie de voir comme ça. Et on a très peu d'autorisation pour tourner Paris avec un drone. Une fois que ces images ont été trouvées, finalement, le travail de post-prod n'avait pas été si compliqué que ça, mais c'est pareil, c'est un travail de matte painting, de simulation, de reconstitution de Paris en 3D pour faire toutes les réflexions, et puis de simulation d'eau. Moi, j'aime beaucoup ces plans aussi. Ouais. Puis le fait de voir Paris comme ça, je sais pas, ils sont sous l'eau. Il y a quelque chose, je trouve que de finir le film sur cette note-là, je trouvais ça très beau en fait. Moi, je m'appelle donc Lise Fischer et je suis superviseuse VFX. Je viens du milieu du compositing, donc ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu des effets visuels. Là, le challenge, c'était de donner vie à l'œil, qui était un œil figé dans la prothèse. La comédienne avait son œil gauche, son vrai œil gauche, mais son œil droit était vraiment recouvert par la prothèse SFX. Donc là, l'enjeu, c'était de reproduire vraiment un œil en 3D, avec les propres mouvements qui sont mis en place par son vrai œil à elle. Il fallait qu'on reproduise de l'autre côté. Sur la prothèse, il y avait des petites cornes et au moment du montage, avec la narration et dans l'évolution de là où elle en était dans sa métamorphose. Alors ça, en amont, au moment du tournage, on a fait une photogrammétrie du visage de l'actrice avec la prothèse. Alors la photogrammétrie, c'est plein de photos en fait, c'est vraiment un 360 de photos qui nous permet ensuite de reconstituer le visage de l'actrice avec la prothèse en 3D. Et donc ensuite on peut retrouver les mouvements exacts de l'actrice et venir remodeler un œil CG par-dessus et ensuite l'animer, le texturer, etc. et l'intégrer au plan. Il y a un travail aussi qui est fait anatomique, vraiment. Donc là, il y a une personne qui s'est chargée de modéliser la vache camarguaise avec des planches anatomiques assez précises pour ses muscles, voilà, ça a été assez conséquent. Ensuite, il y a eu le travail effectivement de R qui a été fait par la même personne. Donc le R, c'est vraiment les poils à placer vraiment sur tout le corps, leur densité, leur matière, là où ils sont positionnés, est-ce qu'il y en a beaucoup à cet endroit-là, est-ce qu'il y en a un peu moins, voilà. Et puis ensuite, il y a le travail qu'on dit aussi de look dev, donc c'est vraiment tout ce qui est texture et la façon dont la texture réagit à la lumière, avec son taux d'humidité, son taux de salissure, enfin voilà. Et ensuite, il y a donc le rig, l'animation. Donc le rig, c'est le squelette à l'intérieur de l'animal pour le faire bouger. Et puis l'animation, pareil, on avait beaucoup de références pour animer la vache camarguaise. Et là, pareil, il y a eu un superviseur CG, animation, pardon, qui a été super. Vraiment, je suis super fière du travail qu'on a fait. J'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui s'investissent dans ce métier-là. Je sais pas pourquoi il attire si peu de femmes. Je pense que, en fait, il y a l'histoire qui dit que voilà, les métiers techniques et à responsabilité sont plus souvent réservés aux hommes, ce qui est du coup évidemment complètement faux. On le déconstruit, on commence à le déconstruire un peu aujourd'hui, mais voilà, ça prend du temps, donc il y a une petite inertie qui nous suit. Mais j'ose espérer que dans les années à venir, ça va changer. On le voit déjà par exemple, pour les métiers de direction de la photographie, il y a beaucoup plus de femmes maintenant. Pour les réalisatrices aussi, et des réalisatrices en plus qui prennent plein de risques dans le film de genre. Et ça, je trouve ça super de voir toutes ces réalisatrices qui prennent des risques là-dessus. Donc je pense que ça va changer.
Moi, je suis assez convaincue de ça. Il y a de plus en plus de femmes aussi dans nos métiers quand même, liés aux effets visuels. Enfin, ça dépend des secteurs, mais en tout cas en compositing, il y a pas mal de femmes, par exemple. Donc ça peut être une évolution naturelle vers la supervision VFX si elles le souhaitent. Et je trouverais ça super. Ouais. Et en tout cas, le milieu des effets visuels, pour moi, il est encore plein d'avenir. Et ce que j'ai l'impression que ça ouvre vraiment le 7e art vers d'autres formes de dialogue et qu'il y a une exploration qui reste encore à faire sur comment les effets visuels peuvent ouvrir des nouvelles formes narratives, des nouvelles formes de dialogue qui rendraient compte des états du monde. Et je pense qu'il y a vraiment encore un champ artistique à explorer qui en est encore qu'au début.